Bonjour, moi je vais vous parler de la démarche HMUC, c'est-à-dire Hydrologie, Milieu, Usage, Climat, qui est donc en cours sur le bassin du Clin et qui est portée par l'EPTB Vienne. Alors, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est une étude HMUC, parce qu'il faut bien avoir en tête que ce sont des études qui sont quand même éminemment techniques et donc qui font appel à un certain nombre de données qui sont d'ailleurs détenues par un ensemble de partenaires qui gravitent autour de la gestion de l'eau sur le territoire. Qui font aussi appel à des sciences environnementales, à des connaissances techniques sur le fonctionnement des cours d'eau, sur le fonctionnement des relations entre nappes et cours d'eau, qui font aussi appel à des connaissances sur les espèces qui vivent dans ces milieux. Voilà, je vais tenter d'expliquer tout ça. Voilà, j'essaierai d'être le plus pédagogue possible. Et bien sûr, il y aura un temps d'échange qu'on vient de le vivre pour préciser tout ça si besoin. Alors, concernant l'EPTB Vienne, donc l'établissement public territorial du bassin de la Vienne, quelques mots avant de rentrer dans le détail de l'étude HMUC. L'EPTB Vienne, c'est une structure qui a une grosse dizaine d'années et qui est un syndicat mixte auquel adhèrent des collectivités territoriales. Donc Grand Poitiers, le département de la Vienne, la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, pour ne citer que. Et nous avons comme particularité d'agir à une échelle de bassin. Donc on voyait tout à l'heure que la loi sur l'eau a amené en fait une réflexion à l'échelle des bassins. D'ailleurs, la première loi sur l'eau, c'est 1964, qui a mis en place les agences de bassin à l'époque. Après, il y a eu des lois sur l'eau successives, 92, 2006, qui ont renforcé en fait cet aspect-là. Mais c'est une particularité. Nous, on travaille à une échelle de bassin versant, quand les administrations sont à une échelle administrative. Il faut savoir que c'est quand même très peu le cas, voire jamais, où on a des limites administratives qui se superposent exactement avec des limites hydrographiques. Et donc nous travaillons à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Vienne, depuis les sources de la Vienne jusqu'à la confluence avec la Loire, en y intégrant les sous-bassins influents comme le bassin du Clin et le bassin de la Creuse. Et donc notre objet, notre compétence propre, les missions pour lesquelles que nous confient en fait nos adhérents, c'est d'œuvrer, d'agir pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Alors plutôt, on en parlait tout à l'heure, plutôt nous sur le grand cycle de l'eau, par opposition au petit cycle de l'eau, donc qui va traiter donc, de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement, comme on l'a dit juste avant. Alors on agit aussi à la fois sur des volets stratégiques et des volets opérationnels. Sur le volet stratégique, justement, on est structure porteuse de l'ensemble des schémas d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin de la Vienne. Ici, vous avez une carte donc, du bassin de la Vienne, oui, merci, qui représente les différents sages, avec en orange le bassin du Clin, en bleu le bassin de la Vienne, en vert le bassin de la Creuse, et en vert foncé le bassin, comme on l'appelle, de la Vienne tourangelle. Et donc, ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qu'on appelle donc des SAGE, on a commencé à en parler dans les interventions précédentes, ce sont donc effectivement des outils de planification de la gestion de l'eau, des documents de planification de la gestion de l'eau, qui fixent des objectifs d'utilisation de la ressource en eau, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants. Et effectivement, ce sont des outils qui sont élaborés par des commissions locales de l'eau, où siègent, on l'a dit tout à l'heure, un collège des élus, un collège des usagers et le collège de l'État. Donc ces outils, ils traitent également d'un certain nombre d'objectifs, et parmi ces objectifs, sur le bassin du Clin, il y a les fameuses études HMUC. Alors, diapo suivante. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'est une étude HMUC, je voulais un peu repréciser le contexte dans lequel on se situe, et notamment par rapport au changement climatique. Puisqu'on a souvent tendance à projeter, en fait, se projeter dans l'avenir, quels sont les changements climatiques à venir. Mais en fait, quand on regarde par le passé, le changement climatique, il est déjà en cours, il est déjà à l'œuvre. Ici, vous avez deux graphiques qui vous montrent en haut l'évolution des températures depuis la moitié du XXe siècle, et en dessous l'évolution de l'évapotranspiration depuis la moitié du XXe siècle.
Et ce sont des températures et un indicateur, donc l'évapotranspiration, qui sont pris à la station de Poitiers, à Biard. Quand on regarde les températures, on a une évolution de près de 2 degrés jusqu'à aujourd'hui par rapport à la normale 1960-1990, qui montre qu'on a déjà une trajectoire d'augmentation des températures. Et concomitamment à cette évolution de la température, on a une évolution de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quoi? C'est toute l'eau en fait qui repart vers l'atmosphère de par l'évaporation du sol ou la transpiration des plantes. Et les études nous montrent que le régime des précipitations est plutôt stable quand on regarde l'évolution du climat passé. Donc c'est mécanique, augmentation de la température, stabilisation des précipitations égale augmentation de l'évapotranspiration. Et donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça nous indique que la quantité d'eau disponible, elle diminue quelque part. Si on ne la stocke plus dans notre environnement, cette quantité d'eau-là, elle diminue mécaniquement. Elle repart à l'atmosphère. Alors, comme illustration symptomatique et en point d'orgue des changements climatiques qui sont déjà à l'œuvre, M. Bailly en a parlé, c'est la situation que l'on a connue à l'été 2022. Il y a ici une carte qui vous montre le suivi des écoulements qui est réalisé par l'Office français de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des suivis qui sont faits sur des stations, qu'on appelle des stations, des points de mesure, où régulièrement les agents de l'Office français de la biodiversité se rendent pour voir et caractériser l'état des écoulements. Et en août 2022, on avait à peu près 50% de ces stations à l'échelle du bassin de la Vienne, c'est vraiment sur le bassin de la Vienne, pas que sur le bassin du Lutin, sur le bassin de la Vienne qui était soit en assec, soit en écoulement non visible, c'est comme ça qu'on caractérise. Alors, écoulement non visible, la belle affaire, ce sont des flaques, on voit plus grand chose. Donc, d'ailleurs, je note avec intérêt que finalement, ce qu'on observe à l'échelle du bassin de la Vienne, c'est ce que vous avez présenté, c'est à l'échelle du département de la Vienne, donc il y a quand même une cohérence intéressante. Donc on a un réseau, par rapport à ce que dit Fabien, on a un réseau parallèle. Il y a l'OFB d'un côté qui sont les services de l'État, mais la Fédération de pêche de la Vienne, comme d'autres fédérations d'ailleurs de Nouvelle-Aquitaine, font un suivi des écoulements. Nous, on suit en linéaire 1850 km de rivières par an, qui sont les plus significatives. Et cette année, on a fait un bilan complet qui correspond tout à fait à une vision de l'OFB, heureusement d'ailleurs. Oui, tant mieux. Donc ça, c'est sur l'évolution du climat passé. Alors on peut se dire, finalement, 2022, c'est une année exceptionnelle, mais finalement, quand on regarde les températures les plus chaudes depuis 1900, sur les 10 années les plus chaudes, 8 d'entre elles sont postérieures à 2010. Avec, bien sûr, 2022, donc qui est tout à droite, mais on a aussi 2020, 2018, 2014, 2019, 2015, 2017. Donc finalement, une situation qui finalement a tendance à devenir la norme. Mais ça, ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés, c'est des chiffres qui sont de Météo France. Une situation qui a tendance à devenir la norme, d'où la nécessité effectivement de s'adapter. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, mais il faut avoir les éléments de connaissance pour éclairer nos choix, nos décisions, la décision de nos politiques, et puis de pouvoir finalement avancer en connaissance de cause et de pouvoir essayer de s'adapter à ce changement qui est déjà en cours et qui va s'accentuer dans le futur. D'ailleurs, sur l'évolution du climat à 2050, c'est ce que disait M. Léonard tout à l'heure, on a un glissement du climat que l'on connaît aujourd'hui qui est dit océanique altéré, alors c'est-à-dire tempéré avec des étés frais et régulièrement arrosés, ça peut faire sourire par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on glisse petit à petit, on chemine petit à petit vers un climat à dominante méditerranéenne, c'est-à-dire avec des étés chauds et secs. Alors, tous ces éléments-là, c'est pareil, c'est pas sorti du chapeau non plus. C'est un travail que l'on a conduit à l'EPTB depuis 1 an et demi, 2 ans. On s'est inscrit dans un programme européen qui s'appelle le programme LIFE Eau et Climat, et qui a permis d'accumuler tout un nombre de données sur justement les évolutions du climat passé et à venir, et de pouvoir caractériser effectivement les changements en cours sur la base de l'ensemble des modèles, des projections du GIEC, qui sont liées à des émissions de gaz à effet de serre,
pour voir la quantité d'eau disponible dans nos ressources en eau à l'horizon 2050 et 2100. Donc toutes ces informations-là, toutes ces données-là, elles font l'objet de fiches synthétiques qui sont disponibles sur notre site internet et qui, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à y faire un tour. C'est assez intéressant, c'est fait effectivement sous la forme de fiches, donc vous pouvez aller cibler très rapidement ce que vous cherchez sur ce type de données. Alors, effectivement, le bassin du Clin, il n'échappe pas à cette situation, hein. On en a parlé aussi, il est en déséquilibre quantitatif, il est tellement en déséquilibre quantitatif que les pouvoirs publics l'ont classé en zone de répartition des eaux depuis 1994. Et une zone de répartition des eaux, on l'a défini un peu déjà, c'est une zone qui se caractérise par une insuffisance autre qu'exceptionnelle, donc chronique finalement, des ressources en eau par rapport aux besoins, depuis 1994. À côté de ça, on a la directive cadre européenne sur l'eau, début des années 2000, qui fixe un objectif d'atteinte de bon état écologique des masses d'eau, qu'elles soient superficielles, donc les cours d'eau, ou souterraines. Et dans cette atteinte de bon état, notamment des masses d'eau souterraines, on a l'atteinte du bon état quantitatif. On sait qu'on a cet objectif-là à atteindre, mais on sait qu'on a des pressions aussi qui s'exercent et qui vont nous entraver la possibilité d'atteindre ces objectifs-là. On a des pressions qui s'exercent sur la quantité, liées au prélèvement que l'on a. Ça peut être aussi lié à la présence de nombreux étangs qui vont court-circuiter les flux d'eau entrants. On a des pressions sur la morphologie des cours d'eau, liées aux opérations de recalibrage, de curage qu'on a connues par le passé, qui ont dégradé physiquement nos cours d'eau. On a des pressions aussi sur la qualité, liées aux pollutions diffuses, par exemple nitrates, pesticides, ainsi de suite. Donc l'étude HMUC, que je vais essayer d'expliquer là juste après, il a pour objectif de répondre à une partie finalement de ces pressions-là, notamment la partie quantité sur les prélèvements. Il peut mettre en lumière d'autres problématiques, notamment sur la morphologie des cours d'eau, mais c'est bien en fait une action globale qui vont permettre d'atteindre le bon état global des eaux. Et il y a d'autres actions qui sont en cours actuellement, notamment par les syndicats de rivières, sur la morphologie des cours d'eau, ou les producteurs d'eau potable pour retrouver une qualité d'eau dans les nappes et au niveau des points de captage d'eau potable. Et il y a aussi effectivement des agriculteurs qui s'investissent dans ces programmes-là pour reconquérir en fait la qualité de l'eau. Alors j'en viens au nœud du problème, peut-être pas, mais au point fatidique, c'est-à-dire l'étude hydrologie, milieu, usage et climat, à quoi ça sert? Donc vous l'aurez compris, ces études-là sont des prérogatives en fait des sages. Elles sont inscrites dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Si on devait résumer en 3 points les objectifs de ces études-là, c'est en 1, d'ajuster les seuils de gestion en nappe et en rivière pour atteindre ce bon état quantitatif. C'est ce qu'on appelle la gestion structurelle. C'est comment on anticipe ces problématiques pour assurer une satisfaction à la fois des besoins, mais en adéquation avec le bon fonctionnement des milieux aquatiques. C'est ce qu'on appelle le débit objectif d'étiage. L'étiage, c'est la période de basse eau, par opposition à la période de haute eau. Donc vraiment, ce premier point, c'est où est-ce qu'on place le curseur. Et ce curseur, il est très important parce qu'il va nous permettre ensuite de définir quelle est la quantité d'eau disponible, quel est le volume prélevable disponible. En fait, c'est un calcul qui se base justement sur ce curseur que l'on fixe. Et donc, ce volume prélevable, tout usage confondu, au début on le voit comme ça, on va le répartir ensuite entre les catégories d'usagers, entre les usages qui sont réglementés aujourd'hui par des autorisations administratives, entre l'eau potable, l'irrigation et l'industrie. Et puis le dernier point essentiel à ces études-là, c'est d'ajuster les seuils de gestion de crise, qu'on appelle la gestion conjoncturelle. C'est ce que l'on vit malheureusement tous les ans dans le cadre des arrêtés sécheresse, avec la prise de mesures de restriction d'eau et ainsi de suite. Alors, le contenu d'une étude HMUC, c'est quoi? Il y a 3 grandes phases dans une étude HMUC. Il y a une première phase d'état des lieux, où on va brosser en fait l'ensemble des volets, usage, hydrologie, milieu, climat. On va faire un peu le point, l'état des lieux, voilà, sur tous ces volets-là.
On va faire le bilan des prélèvements et des rejets, on va quantifier le potentiel naturel du bassin versant, on va essayer d'identifier quels sont les besoins en eau des milieux, on va se projeter à 2050 sur l'état de la ressource en eau par rapport à ce que l'on a comme scénario climatique. Et ensuite, on bascule sur la phase 2, qui est la phase de diagnostic, où on va justement déterminer ces fameux seuils de gestion, on va positionner le curseur à la lumière de toutes les connaissances qu'on aura acquises jusque-là, on va croiser les différents volets entre eux, et on va pouvoir déterminer des volumes prévables, tout usage confondu. Ça, c'est la phase 2. Et la phase 3, c'est la phase finalement d'action, où on va, ce volume prévable, le répartir entre les catégories d'usagers, ajuster les seuils de gestion de crise et ainsi de suite. Définir les actions d'économie d'eau que l'on peut mettre aussi en place. Donc moi, je vais aujourd'hui vous présenter les éléments de l'état des lieux, c'est-à-dire la phase 1. Je ne vais pas m'étendre sur la phase 2 et la phase 3. Pourquoi ? D'une part, parce que la phase 1, c'est une phase qui est quand même aboutie, qui a fait l'objet d'un vote en bureau de commission locale de l'eau. Les phases 2 et 3, ce sont des phases qui sont toujours en cours de discussion. Et donc moi, aujourd'hui, en tant qu'agent territorial, je n'ai pas de mandat pour avancer les résultats sur la phase 2 et 3. Par contre, je vous donnerai quand même des informations sur la méthodologie qui va être engagée pour aboutir à ces résultats-là. Par contre, je vais revenir sur les éléments de la phase 1 et vous allez voir qu'il y a déjà matière à faire. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le bassin du Clin en unités de gestion, comme on l'appelle dans le jargon, c'est-à-dire en sous-bassins. Le bassin du Clin, c'est un grand territoire donc, qui fait près de 3000 km², 145 communes où vivent 270 000 habitants. Si on était resté à une analyse que sommaire et globale, on risquerait de louper en fait, des choses, et notamment les particularités de chacun des sous-bassins versants du Clin. Donc pour ceux qui connaissent, on va retrouver le bassin de la Bouleure et de la Dive de Coué qui sont situés en amont. En rive gauche, on va avoir, en remontant en violet, là on a la Vonne, on a la Boivre, l'Auzance, la Palue, c'est des entités qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. En rive droite, on va avoir la Clouère, le Miosson, et puis le Clin, il est découpé en 3 tronçons, le Clin amont, le Clin médian et le Clin aval. Bien sûr, ce découpage, il ne s'est pas fait comme ça, il n'a pas été taillé à la serpe. On a travaillé sur le terrain, on a réalisé des mesures sur le terrain pour vérifier l'homogénéité de ces, et la signification, j'allais dire, technique, scientifique de ce découpage, notamment par rapport aux relations nappe-rivière. Et ça, c'est un point aussi important qu'il faut avoir en tête, c'est que notre territoire, il a la chance, effectivement, d'avoir des nappes souterraines puissantes. On est sur des terrains sédimentaires où l'eau est emmagasinée en souterrain, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Par exemple, sur les têtes de bassin, comme sur la Vienne, sur le Limousin, où on est sur le socle cristallin, on est sur les contreforts du Massif central, l'eau est plutôt stockée en superficie, elle ruisselle, on n'a que de faibles nappes, et on a des secteurs qui sont très très soumis à des tensions quantitatives, je pense notamment du côté de Guéret. Monsieur Deguet qui opine du chef, c'est qu'il connaît aussi la situation. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les nappes souterraines, c'est quand même une spécificité de notre territoire, et elles sont essentielles pour le fonctionnement hydrologique de notre territoire. Alors j'avance sur les différents volets. On a commencé par travailler sur le volet usage. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Sur ce volet usage, on a dressé un bilan des prélèvements et des rejets. Parmi les prélèvements qu'on identifie sur le territoire, on a l'alimentation en eau potable, l'irrigation, l'abreuvement pour le bétail, les prélèvements pour les industriels, et puis on a estimé la surévaporation liée à la présence des plans d'eau. Et donc on a cette analyse à l'échelle de l'ensemble du périmètre du bassin du Clin, mais aussi par unité de gestion, par sous-bassin versant. Alors là, je peux vous donner quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Là, la carte est présente, en fait, c'est les petits histogrammes là, que vous avez, c'est les prélèvements par usage, mais je vais vous donner des chiffres un peu globaux sur la période 2018. Donc le volume prélevé moyen annuel sur la période 2000-2018, c'est 54 millions de mètres cubes, tout usage confondu. L'usage majoritaire, c'est à peu près 50% pour l'irrigation. Alors, 50% pour l'irrigation, dont une très grande partie, 90% qui sont pris l'été.
Et l'usage secondaire, c'est l'alimentation en eau potable, 37%. Le reste, c'est de la surévaporation de plans d'eau, prélèvement industriel et abreuvement pour le bétail. Sur ces 54 millions de mètres cubes, il y en a 33% qui sont prélevés en rivière et 67% en nappe souterraine. D'où la prépondérance effectivement de nos nappes souterraines, qui sont très intéressantes parce que c'est aussi des nappes qui sont préservées, qui sont en meilleure qualité que de l'eau superficielle, même si effectivement on connaît toutes les altérations qu'il peut y avoir au niveau de l'eau de nappe. Et sur ces 54 millions de mètres cubes, il y en a les 3/4 qui sont prélevés en été et 1/4 en hiver. J'avance. Donc ça, c'était les prélèvements. Maintenant, on a les rejets. Parmi les rejets, on a les pertes en eau potable, c'est-à-dire les fuites de réseau, même s'il y a eu un gros travail qui a été mené par les producteurs d'eau potable pour améliorer le rendement des réseaux et diminuer justement les fuites, mais il n'empêche qu'il y en a toujours. Quand on voit le linéaire de canalisation, il y a toujours des fuites. Donc on les a estimées, ces pertes d'eau potable. Il y a l'assainissement collectif, les rejets d'assainissement collectif, les rejets d'assainissement non collectif, donc l'assainissement individuel, puis les rejets industriels. De la même façon, on a cette information par sous-bassin versant, mais aussi au global. Et au global, on a à peu près, attendez, j'ai mon anti-sèche, 20 millions de mètres cubes qui sont rejetés, en moyenne, par an, c'est-à-dire 37% de ce qui est prélevé. Vous voyez ? Et donc on en a 3/4 qui sont rejetés en rivière, 1/4 qui est rejeté en nappe. Le rejet majoritaire, c'est l'assainissement collectif, 60%. Après, on a les rejets qui viennent ensuite industrie et perte eau potable. Donc, prélèvement moins rejet, 54 millions moins 20 millions, ce qui fait qu'on a un prélèvement net de 34 millions de mètres cubes qui ne retournent pas au milieu. Donc ça, c'est un constat. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de dresser un peu la carte d'identité en termes des usages du territoire. Et c'est très intéressant pour la suite, justement pour faire le volet hydrologie. Parce que le volet hydrologie, il nous sert à quoi? Il nous sert à surtout reconstituer ce qu'on appelle le régime naturel des cours d'eau. Et le régime naturel des cours d'eau, c'est qu'on essaie de désinfluencer le système. Et comment on fait ça? On utilise justement le bilan des usages. Quand vous observez les débits dans la rivière, vous observez un débit qui est influencé par nos usages. Mais quel serait ce débit si on n'avait pas de prélèvement d'hydrogène? Eh bien, c'est à ça qu'on essaie de répondre quand je vous dis qu'on reconstitue le régime naturel. Alors pour ça, on met en place un modèle, je vous passe les aspects techniques, mais c'est comme ça qu'on le construit. Et les résultats, c'est quoi? C'est qu'en moyenne, le régime des cours d'eau, il est impacté, aujourd'hui, à 50% par nos usages en période de basse eau. C'est-à-dire qu'en période de basse eau, ce n'est pas forcément le cas sur toute la période annuelle. C'est-à-dire qu'un cours d'eau qui coule naturellement, en basse eau à 100 litres par seconde, je dis n'importe quoi, il n'en ferait plus que 50 litres par seconde après les prélèvements exercés dessus. Ça permet de voir quel est le poids de nos usages sur le cours d'eau. Et ça permet de voir aussi quoi? Ça permet de voir les unités de gestion, les sous-bassins versants qui sont naturellement sensibles à nos usages. D'ailleurs, c'est ce que reflète la carte ci-dessous, puisqu'on a une forte disparité entre les sous-bassins. Plus on tend vers le rouge, plus on a un écart important entre régime naturel et régime influencé. Vous voyez, par exemple, ce qui est en blanc, c'est le miosson. Le miosson, il y a très peu d'usage dessus. Donc finalement, quand on fait régime influencé ou régime désinfluencé, c'est à peu près la même chose. Par contre, sur la palue, c'est problématique. Et généralement, sur tous les affluents en rive gauche, c'est assez problématique. Donc ça, c'est l'état des lieux. Ensuite, il y a le volet milieu. Le volet milieu, le principal enseignement, ça a été de déterminer les débits biologiques. Monsieur Bailly en a parlé tout à l'heure. Les débits biologiques, c'est quoi? C'est un débit en dessous duquel les conditions permettant de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes ne sont pas respectées. Et plutôt que de déterminer un débit biologique, on détermine une gamme de débits biologiques. On prend un seuil haut, qui est le fonctionnement optimal, et un seuil bas, qui est un fonctionnement critique. Ça nous donne une gamme. Et ces débits biologiques-là, on les a caractérisés sur l'ensemble des sous-bassins versants. On a utilisé les données disponibles de l'Office français de la biodiversité, de la Fédération de pêche, puisqu'il y a des pêches qui sont faites qui nous permettent de connaître des espèces qui vivent dedans. Quelles sont les espèces repères qu'on va utiliser pour déterminer ces débits biologiques? Quand je dis espèces repères, c'est, par exemple, si on utilise la truite farieux, c'est pas que la truite farieux qui est ciblée, c'est une espèce qu'on dit parapluie qui va couvrir les exigences de tout un cortège d'espèces. Et on a réalisé donc, des mesures terrain
pour caractériser le fonctionnement des cours d'eau et caractériser ces débits biologiques. Alors, ces débits biologiques, ces débits biologiques plus le régime des influencés, ils sont hyper importants parce qu'ils vont justement nous permettre de positionner ce fameux curseur, ce débit objectif d'étiage, qui vont nous permettre, in fine, de calculer le volume prélevable. Et puis le dernier volet, c'est le volet climat. Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On a utilisé dans le cadre de l'étude HNUC un scénario climatique dit médian, c'est-à-dire de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre produits par le GIEC pour projeter l'état de la ressource. Le résultat du travail sur ce volet-là montrait quoi? Qu'en moyenne, l'impact seul du changement climatique à horizon 2050, ça vient impacter à hauteur de 20% les débits des cours d'eau en base eau. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, où j'ai un cours d'eau qui coule à 100 litres par seconde, par uniquement l'impact du changement climatique, ce serait 20% en moins, c'est-à-dire qu'il coulerait plus qu'à 80 litres par seconde. À ça, on vient additionner les usages, que l'on projette forcément. Et si on additionne les changements climatiques plus les usages que l'on projette, l'impact il est estimé entre 60 et 70% sur les débits de base. D'où la nécessité effectivement de s'adapter, d'anticiper justement nos habitudes et faire des économies d'eau quelque part aussi. Voilà, ça ce sont les... Alors je vous ai présenté bien entendu les principaux enseignements de chaque volet. Bon, c'est un travail qui est conséquent quand même, qui a commencé depuis 2019. Quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on ne fait pas ça dans notre coin tout seul. C'est pas le PTB qui fait ça tout seul. On associe toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la gestion de l'eau et qui ont un intérêt sur l'usage de l'eau au travers de ce qu'on a appelé un comité technique. On est à peu près une vingtaine de participants dans ce comité technique-là pour que chacun puisse contribuer à la réalisation de cette étude et puis formuler des remarques techniques. Donc il y a un gros travail de concertation qui est réalisé dans le cadre de cette étude. Voilà pour la phase 1. J'ai plus que 2 diapos qui vous présentent finalement la phase 2 et 3, sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre, puisque comme je vous le disais, ce sont des discussions qui sont en cours, mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que sur la phase 2, c'est là où on va justement fixer ce curseur, ce sont les seuils de gestion et déterminer les volumes prélevables. Alors on va regarder la période estivale, qui est la période critique. Alors quand je dis estivale, c'est la période d'avril à octobre, c'est comme ça que c'est découpé sur l'année. Où on va fixer ce curseur, c'est le débit objectif d'étiage pour chaque mois et calculer le volume prélevable. Pour essayer qu'il soit respecté, ce volume prélevable, il doit permettre de respecter le débit objectif d'étiage 8 années sur 10. Ça, c'est ce que nous indique la loi. Et puis on va regarder aussi la période hivernale, qui est une période cruciale en fait pour nos cours d'eau, notamment la période de base d'eau, puisque je vous disais tout à l'heure, nos nappes étaient puissantes, et en période estivale, c'est les nappes qui font le débit de nos cours d'eau. Et donc on va calculer les volumes prélevables, et on va avoir une importance toute particulière sur le niveau des nappes. Et là où on regarde plus particulièrement, c'est le niveau piézométrique. Alors la piézométrie, c'est le niveau de nappe qu'on regarde dans les puits. On va regarder ce niveau-là en sortie d'hiver, parce que nos nappes se rechargent l'hiver, en ce moment, normalement, ça commence d'ailleurs. Et on va regarder quel est le niveau critique sous lequel il ne faut pas descendre en sortie d'hiver, c'est-à-dire après la recharge, au mois de mars, pour s'assurer d'un bon fonctionnement en période estivale, puisqu'on sait que nos cours d'eau ils sont alimentés par nos nappes. Donc aujourd'hui, on a réussi à établir des corrélations qui nous permettent d'anticiper, de savoir si on passe en dessous de ce niveau-là, ça n'ira pas pour l'été qui vient. Ça, c'est le travail en cours. Et puis la phase 3, ça va être donc la répartition des volumes prélevables par catégorie d'usagers. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude actuellement, qui font l'objet de pas mal de discussions. Re-questionner, réinterroger les seuils de gestion de crise qui sont en place, au regard des nouvelles connaissances acquises, y compris sur comment on fait, est-ce qu'on fait au moins ça, donc ça c'est cher à M. Bailly. On va comparer les projets de réserve de substitution, ce qui vous intéresse, avec les volumes disponibles, mais bon, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Et on va déterminer aussi les actions à mener en fait, pour réaliser des économies d'eau et permettre de respecter ces volumes prélevables, puisque c'est bien ça aussi, c'est un éclairage, mais maintenant comment on fait
pour tendre vers le respect de ces volumes prélevables. Voilà. Et donc toutes ces discussions-là, elles sont en cours au sein de la commission locale de l'eau. Elles auront vocation, elles seront soumises à la commission locale de l'eau horizon de mars, et elles devront s'intégrer par la suite au SAGE, qui est vraiment l'outil fédérateur, hein, pour qu'elles prennent en fait toutes leurs dimensions juridiques, notamment au travers des décisions administratives. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation.